Du coup, Goblins, on est développeur et pusher, donc on est spécialisé vraiment sur les jeux de stratégie et de management, donc management simulation, tout ce qui est city builder. On est actuellement 18, on est 5 dans la partie marketing pur, donc je dis marketing pur, c'est hors QA, etc. Donc on a fait quelques jeux qui sont plus ou moins connus en France, a priori pas trop en France, mais à part peut-être Asaraziai qui était le jeu de Zerator. Sinon on fonctionne plutôt sur les États-Unis, la Chine et beaucoup l'Allemagne. Donc pour me présenter rapidement, donc à la base je suis développeur, j'ai fondé Goblins en 2016, putain, ça fait vieux. Maintenant, je suis majoritairement du game direction et tout ce qui est marketing. Et j'ai fondé récemment Raccoon Business, donc qui est une boîte qui s'occupe de la partie apporteur d'affaires. Donc pour faire très très rapide, c'est comme de l'édition, sauf qu'il n'y a pas de nom d'éditeur. Donc c'est vraiment le principe du white label. Pour rappeler quelques trucs, donc par rapport à la question aussi que j'ai par rapport au conf, donc je vais parler de beaucoup de choses de marketing. Donc il n'y a pas de règle unique en marketing, hein, c'est à chaque fois adapté au jeu. Faut pas prendre à chaque fois ce qu'on va dire comme une formule magique, sinon ça marchera pas. C'est plus comme on dit souvent good practice, c'est vraiment un élément de bonne chose que vous pouvez faire, en tout cas une méthodologie que vous pouvez appliquer qui va marcher à la plupart des jeux, voire à tous les jeux. On est particulièrement focus sur PC, donc je bosse majoritairement sur les algorithmes Steam, un petit peu sur GOG. Je vais pas beaucoup parler de la partie console, donc un petit peu Switch, mais pas du tout Xbox, PlayStation. C'est pas là du tout où on est bon. Donc pour les jeux qui s'adaptent sur PlayStation ou sur Xbox, il y a d'autres choses à creuser. Par contre, le principe d'awareness et de génération de hype va rester similaire. Pareil pour mobile. Mobile, je peux parler un tout petit peu du premium, mais c'est pas du tout mon cœur de cible. Je vais mettre une différence tout de suite. On va parler vraiment de marketing dans la conf et pas de branding. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Pour faire très simple, le marketing c'est vraiment ce qui va être appliqué au jeu, ce qui va permettre de faire vendre un jeu. Le branding c'est ce qu'on va utiliser, donc notamment quand on va parler de presse par exemple. Donc il y a souvent le débat avec les développeurs qui vont me dire ah bah oui mais j'ai essayé de payer une agence de presse et le jeu ils vont pas du tout. En général, c'est simple, c'est parce que le marketing, ça fait vendre le jeu, branding, ça aide à développer la licence ou ta marque, studio, éditeur. Donc c'est deux choses complètement différentes. Alors, donc, on va découper vraiment en trois éléments, donc pré-launch, launch et post-launch. On va commencer par le pré-launch. Donc le pré-launch, le truc qui est le plus important, c'est que vraiment avant votre sortie, notamment Steam, alors pas que Steam, maintenant on peut voir les listes de souhaits par exemple sur Switch, mais principalement sur Steam, vous avez un KPI, donc un indicateur qui est ultra important, c'est les listes de souhaits. Et un deuxième qui va venir, qui est corrélé aussi aux listes de souhaits, qui est les followers. Alors si vous n'êtes pas super au courant, donc au niveau comment ça fonctionne sur Steam, les listes de souhaits, c'est assez simple, c'est un bouton « Ajoute à liste de souhaits », vous avez comme une liste au Père Noël, vous recevez un email au launch et au discount, et c'est tout. Donc c'est un élément qui est très très important, ça va driver plein de métriques, on va le voir après. Les followers, c'est quasi la même chose, à une petite différence près, c'est quand quelqu'un follow votre jeu, il va recevoir les notifications de tous les posts Steam News que vous avez donnés, alors tous. Il y a différentes catégories de Steam News, mais disons que dès que vous avez balancé une Steam News en majeur, update majeur, game launch, bêta lancé, etc., ils vont avoir pas une notif par mail, mais le post qui va pop dans leur client Steam. Donc on va voir, ça c'est aussi super important. Donc ça c'est les deux métriques qu'on va travailler principalement. Maintenant, quand vous arrivez dedans, souvent une question de dev que j'ai, c'est je veux faire connaître mon jeu, mais je ne sais pas du tout comment je génère des listes de souhaits. La méthodologie qui est la plus simple, c'est vous avez votre jeu, vous allez chercher les jeux similaires. Alors en général, vous pouvez les trouver assez facilement si vous taguez correctement votre jeu sur Steam. Il va vous proposer dans les More Like This, donc c'est la colonne qui est en haut à droite, des jeux qui sont similaires, donc vous pouvez cocher pour en avoir plus, et vous allez avoir une tonne d'informations entre les jeux similaires qui sont à venir et populaires, les jeux similaires qui viennent de sortir, et les jeux similaires qui sont top-sellers. Vous pouvez les consulter plusieurs fois, ça change en fonction des données Steam.
Donc là, une fois que vous avez ça, c'est ultra intéressant parce que vous pouvez voir les tags que vos concurrents mettent pour optimiser les vôtres, ce qui va augmenter le trafic dans l'algorithme de Steam naturellement. Et vous pouvez étudier comment ils font. Donc ça, vous n'allez pas forcément trouver tout de suite vos tags Steam. Hein. Des fois, il faut ajuster, il faut les ordonner. Il n'y a que les 20 premiers tags Steam qui comptent. Tout ça, c'est marqué dans la doc. Donc ça, si vous ne savez pas du tout, quand vous avez une page Steam, vous pouvez aller voir. Donc, une fois que vous avez vos similaires. Alors, je parlerai un petit peu après de quand est-ce qu'on lance la page Steam. Hein. Pas de panique là-dessus. Maintenant, le truc qui est important, c'est qu'une fois que vous avez vos concurrents, on peut dire, vos jeux similaires, vous allez pouvoir regarder plein de choses en fait sur eux. Donc la meilleure façon de faire du marketing, c'est d'apprendre comment les autres performent sur quel réseau. Donc déjà, vous allez pouvoir analyser les jeux concurrents. Donc vous pouvez voir ceux qui ont le mieux vendu ou ceux qui ont fait le plus de listes de souhaits. Donc il y a 2 catégories dessus dans les More Live This. Vous pouvez regarder très bien, en gros, est-ce qu'ils fonctionnent par un Discord? Est-ce que le Discord, c'est la façon dont ils ont généré plein de personnes? Vous allez pouvoir voir, est-ce qu'ils ont un subreddit où ça marche à fond? Est-ce qu'ils ont Twitter qui fonctionne à fond? Est-ce qu'ils font de la pub sur Facebook? Plein de choses qui va vous permettre d'aiguiller sur, pour votre jeu, où l'audience se trouve. Où elle se trouve et aussi comment communiquer avec. Donc, c'est-à-dire potentiellement, on va donner des exemples peut-être assez faciles. Vous avez des jeux, par exemple, de Hooded Horse, qui est un éditeur spécialisé vraiment dans ce qui est stratégie 4X. Il va marcher majoritairement sur du Reddit parce que le Reddit a une cible hyper adaptée, par exemple, à ce type d'audience. Vous prenez un autre jeu qui est Scourgebringer, par exemple, à l'époque. Donc, c'était un twin stick platformer roguelike qui fonctionnait majoritairement sur Twitter et vous avez des bums sur Twitter. Vous avez autre exemple tout simple, un city builder qui s'appelle Lesara qui est vraiment donc pour faire très simple, le pitch c'est un city builder sur lequel vous pouvez construire une montagne en verticale et en fait quand vous creusez comment eux ils ont fonctionné, ils ont fait un post Reddit qui passe en trending et ça naturellement snowball dans les algorithmes. Donc vous avez 3 typologies de jeux là déjà qui fonctionnent par 3 canaux complètement différents. Il y en a qui vont fonctionner aussi avec des forums. La première chose à faire, c'est de réfléchir en fait comment vous devez toucher vos joueurs et où. Vous pouvez aussi parler avec les devs directement. Alors ça dépend effectivement plus ou moins quel type de dev. Il y en a qui sont complètement fermés, il y en a qui sont sur des Discord ouverts en parlant, il y en a qui communiquent clairement sur Twitter avec des conseils. Faut pas avoir peur. Une fois que vous avez fait ça, après il y a toute une partie qui est de l'optimisation de la page Steam. Donc l'optimisation de la page Steam, il y a quelque chose de très simple à savoir, c'est premier test, les capsules. Donc les capsules, c'est l'image qui va apparaître partout. Vous avez plusieurs types de capsules. Et elles ont à chaque fois dans les back-ends de Steam des taux de clics. Donc en fait, vous pouvez les changer régulièrement pour voir l'impact que ça a. Donc là, je vais prendre sur un des jeux qui était chez nous. On avait une capsule qui, moi, me paraissait super bien au début par rapport à notre cible. Et mince, j'ai oublié une capsule. Mais en gros, on avait la capsule à gauche, on en a eu une intermédiaire où il n'y avait pas de feu, et après on a mis du feu. Et bizarrement, quand on a mis du feu, c'était quasiment x2. Donc vous avez des trucs qui est, parce que ça évoquait la guerre, c'est un 4X, faut de la guerre, et en fait vous avez des fois du détail qui change, et là du coup je crois qu'on était à x3,5 à peu près en taux de clic entre les deux capsules, qui la première marchait déjà pas si mal. Vous avez la description courte, donc hyper important la description courte, parce que les joueurs la lisent déjà, contrairement aux descriptions longues où il faut plutôt juste des gifs. La short description a la faculté d'être analysée par Steam dans les champs de recherche. Donc en gros, si dans votre description de Steam, vous mettez Survival City Builder, quand quelqu'un va taper dans la recherche Survival City Builder, il va pouvoir tomber dessus. Donc c'est assez important, c'est pas exactement de la SEO, mais ça fonctionne à peu près pareil, il faut bien la travailler. Après, vous avez des trucs un peu plus classiques, trailer et tout ce qu'il y a besoin de savoir. Pareil, quand vous avez besoin de créer une page Steam et que vous êtes en manque d'inspiration, vous regardez les pages Steam qui fonctionnent bien, vous regardez un style qui vous plaît, vous réfléchissez à ce que votre jeu doit donner aux joueurs, et a priori, en mergeant les 3 facteurs, vous savez faire votre page Steam. Donc ça, pareil, il n'y a pas de recette magique. Sur les jeux qui sont très dynamiques, il faut des gifs vraiment qui fonctionnent bien. Sur des jeux en général où on va avoir beaucoup d'interfaces, on va montrer 3 interfaces complètement différentes pour montrer la profondeur du jeu. Ça, il faut regarder un peu aussi ce que les autres font.
Ça marche super bien. Maintenant, donc une fois que vous avez optimisé tout ça, on a parlé des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux vous permettent d'attirer une première base. Il y a aussi d'autres solutions pour attirer des gens. Donc il faut absolument optimiser votre page au mieux que vous pouvez avant de lancer la communication, parce que sinon vous allez perdre de la conversion. Pourquoi je dis tout ça? Ce qui est important de savoir, c'est que Steam distribue du trafic en fonction de vos performances. Donc quand on dit un post Reddit a fait 11 000 wishlists, c'est faux. Le post Reddit a peut-être fait 1500 wishlists, et Steam a donné 9500 en bonus. Alors pourquoi ça? Quand vous avez des listes de souhaits qui arrivent sur votre compte, sur un jeu précis, au bout d'un certain temps, si vous avez suffisamment de listes de souhaits, l'algo commence à vous mettre en place dans la liste de découvertes, dans les tags, dans les more likes vis des autres jeux. Donc ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir créer... Donc il y a deux choses qui sont importantes, pardon. Il y a de pouvoir créer un moment, un pic, donc on va revenir sur la partie virale, et la deuxième chose, c'est de créer de la liste de souhaits dans le temps, en vue d'un Steamfest. Donc ce qui est important, générer des listes de souhaits et des followers, et le Steamfest. Ça, c'est ce que vous devez retenir quand vous attendez. Donc, les autres façons de créer ça, donc Discord, on en a parlé un petit peu. Donc ça, c'est bien pour créer de la communauté sur le long terme. Vous avez les événements Steam. Donc les événements Steam, si vous ne voyez pas, régulièrement, vous avez des events. Je vais un peu vite, parce qu'il y a beaucoup. Mais vous inquiétez pas, il y a des questions après. Les Steam Events, donc c'est vraiment tout ce qui est lié. Par exemple, vous allez avoir la Gamescom, vous allez avoir des trucs genre Tiny Teams, qui sont vraiment des events spécialisés pour les jeux qui ont un ou deux développeurs, si je ne dis pas de bêtises. Tout ça, c'est des choses auxquelles vous pouvez vous inscrire, qui vont permettre d'être vus dans Steam. Après, si on prend réseau par réseau, donc ça, c'est l'analyse qu'on en a fait pour le moment. Twitter, c'est majoritairement utilisé pour du branding. De temps en temps, ça marche pour des listes de souhaits, mais c'est clairement pas le réseau le plus simple. Le plus simple actuellement, c'est clairement Reddit ou TikTok. Donc Reddit pour ce qui est les jeux, on va dire des 30 ans et plus. TikTok pour les moins de 30 ans. Si on schématise assez, c'est un peu plus compliqué que ça parce que TikTok a aussi ses types de jeux favoris. C'est dur de faire des TikTok. Enfin, moi je trouve ça dur, mais j'ai 30 ans, plus. C'est un peu l'idée là-dessus. Donc si je prends l'exemple chez Goblins, donc chez Goblins on a clairement une cible qui est 25 voire 30 ans, jusqu'à 40-45 ans, très majoritairement masculine malheureusement. Même si on va aller chercher d'autres cibles, à un moment vous avez une audience qui est définie, sur laquelle vous pouvez étirer un peu d'un côté ou de l'autre, mais en général vous allez avoir la majorité de votre audience qui est ciblée à un endroit. Donc nous, si on prend chez nous, les serveurs Discord, ça marche à peu près. TikTok, c'est 0. Contrairement à tout ce que les autres vont dire. Twitter, ça marche selon le jeu. Par contre, chez nous, Reddit et la newsletter, c'est le feu. La newsletter, c'est le channel numéro 1. On peut faire de la pub pour avoir des newsletters. On balance des newsletters, c'est notre plus haut taux de conversion. Vous allez prendre n'importe quel autre jeu, genre de platformer, la newsletter va vous faire 0, quoi. Donc là, c'est si vous n'arrivez pas à comprendre où est votre audience, vous pouvez passer du temps et du temps sur un channel sans que ça marche. Alors après, TikTok, ça peut être intéressant, même si ce n'est pas le type de jeu, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'awareness. Donc j'ai plus le terme, du coup, visibilité, on va dire. Donc c'est aussi important parce que en marketing, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on fonctionne par majoritairement 4 paliers. Donc en haut, vous avez l'awareness qui est vraiment la visibilité. Ensuite, tu passes à un deuxième stade qui est interest. Donc c'est quand tu commences à être intéressé pour acheter éventuellement le jeu. Donc ça, en général, c'est plutôt quand les gens commencent à mettre des listes de souhaits. Vous avez l'achat et vous avez ce qu'on appelle le spread of word, qui est le bouche à oreille, en gros, qui est vraiment j'ai des ambassadeurs qui vont être capables de communiquer autour. Donc plus vous avez d'awareness, plus c'est intéressant. Et l'avantage de TikTok, c'est que quand vous avez par exemple une DA reconnaissable, vous pouvez avoir des centaines de milliers de vues très facilement en partant avec un compte de 0. Et du coup, ça permet d'être identifié. Et en général, on dit que pour que quelqu'un achète, il faut qu'il ait vu le jeu 2 à 4 fois. Alors ça, c'est pas totalement vrai. Il y a plein de façons de passer outre ça. Mais c'est une règle à peu près globale. C'est très rare que la personne découvre le jeu, elle voit un tweet, elle fait « Oh, j'achète ». Ça, c'est rare. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée, je retranspose avec Goblins, mais on peut prendre une boîte complètement à côté qui va fonctionner avec des canaux complètement autres. Donc
L'idée pour la newsletter, donc la newsletter, je dis sur certains jeux, ça marche pas du tout. Il y a quand même un facteur qui est important, c'est que la newsletter, c'est de la data qui est chez vous. Donc contrairement à Steam, quand vous avez une liste de souhaits ou un follower, c'est pour le jeu, il appartient à Steam. Pour faire de la cross-promo sur Steam, c'est quand même assez compliqué, vous êtes hyper limité. La newsletter, la personne, une fois qu'elle est chez vous, ça peut être un bêta-testeur, il peut faire des retours, vous pouvez pousser au moment du launch, vous pouvez pousser à plusieurs moments, vous pouvez le relancer pour les DLC. C'est complètement différent. L'avantage aussi, c'est que la newsletter peut être assez simple à obtenir à partir du moment où vous proposez notamment quelque chose en échange. Donc là, il y a 2 exemples. Le premier, c'est Legion of Keepers. Donc en gros, on a filé un monstre sur les, je sais plus, 200 et des brouettes. Donc ce truc-là, ça paraît anecdotique. De tête, ça a dû générer plus de 40 000 newsletters. Hein. Donc ça peut être extrêmement mastoc pour un coût qui est finalement très faible. Sur Synergie, j'ai plus, mais ça doit être certainement 8-10 000, en proposant en gros de lancer la bêta d'abord aux gens qui sont sur la newsletter avant des bêtas publiques. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser sur Steam, que vous pouvez utiliser dans vos posts. L'avantage aussi du mail, alors là je vous pitch le mail, hein, c'est peut-être pas la solution pour vous, mais en général c'est une solution qui marche quand même assez bien. Pour les plus de 30 ans, sûr, les autres à voir. L'avantage aussi d'avoir de la newsletter, c'est que vous avez la personne qui est dans le statut d'awareness et elle va peut-être jamais revoir un post de chez vous. C'est-à-dire, vous avez un post Twitter qui, une fois marche, il fait 150 000 vues, super cool, etc. Vous n'avez jamais à avoir un deuxième tweet, par exemple, qui va prendre. Et du coup, la personne, elle a eu l'info d'un jeu une fois, et il faut espérer qu'elle retombe dessus au moment où le jeu sort sur Steam. L'avantage de la newsletter, c'est que vous pouvez envoyer des devlogs. Des devlogs, des démos, tout ce que vous voulez. Et elle passe de simple « j'ai vu un tweet rigolo » ou « j'ai vu un truc sur 9gag » ou « j'ai vu un TikTok » à je peux lui envoyer en détail quel va être le jeu. Pourquoi ce jeu-là a un truc de plus que ceux de la concurrence. Pourquoi cette featuring-là, elle est vraiment exceptionnelle. Et en plus, teste-là. Donc là, vous avez un avantage qui n'est pas négligeable. Et évidemment, on peut utiliser la newsletter pour un jeu suivant, si on a le même niveau de qualité, même style de jeu, évidemment c'est mieux. Mais à partir du moment où vous créez un lien d'intérêt, si vous arrivez à faire quelque chose de qualitatif, les personnes en général vous suivent d'un jeu à l'autre. Les Steam Events, donc les Steam Events, on en a parlé très très rapidement, c'est très utile. Alors, quand votre jeu est déjà sorti, ça peut être encore utile, mais surtout quand il n'est pas encore sorti. Donc ça, c'est ultra important parce que un événement qui est en avance sur Steam va apporter naturellement beaucoup de trafic. Donc quand je dis beaucoup de trafic, ça peut être 8-10 000 wishlists sur un seul event. Hein. Ça peut être vraiment très très gros. Il y a des events de plusieurs tailles. Tiny Team, on l'a mis là parce que c'est le plus accessible pour les indés. C'est vraiment un événement qui est focus pour mettre en avant des petites équipes. Les autres events, donc on a parlé très très rapidement du Steamfest. Donc vous avez différents événements digitaux physiques dans l'année. Les événements physiques, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Grosso modo, c'est bien pour faire du playtest. En général, c'est cher et ça sert beaucoup plus le branding que le marketing. Vous pouvez faire un gros event comme la Gamescom, il va peut-être vous rapporter 200-300 wishlists en brut. Hein. Le seul avantage des événements physiques, c'est que si vous êtes super motivé, alors pour ceux qui en ont fait, hein, pour faire 7 ou 8 heures d'event, c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Déjà, quand tu es motivé 4 heures, c'est beau, la première journée. À la fin, tu finis par pouvoir discuter avec des gens, les convaincre, et ça te permet de créer des ambassadeurs. Donc c'est super bien. Par contre, c'est un coût super élevé pour principalement du branding. Parce que les gens, ils vont se souvenir de toi, ils vont se souvenir de ton studio, et ça va être utile pour plusieurs jeux. Mais par contre, ça va jamais t'apporter beaucoup de listes de souhaits. Si ça t'apporte des listes de souhaits à un event, c'est qu'en général, il y a une page team. Et donc du coup, toute ta stratégie est faite pour aller au Steam Next Fest. Donc le Steam Next Fest, c'est la magie actuellement. Donc avant le Steam Next Fest, les démos étaient mortes jusqu'à début 2019, mi-2019. On était 2-3 devs à avoir lancé des prologues, donc je parlerai après. C'était l'époque où il y a des prologues qui sont apparus sur Steam, parce que les démos avaient peu de visibilité. Parce qu'il y a quelqu'un à l'E3 qui a dit d'assez stupide en 2014, si je ne dis pas de bêtises, que les démos ne servaient à rien et desservaient les jeux.
quelqu'un de très futé, dont j'ai plus le nom. Et donc, suite aux prologues qui se multipliaient sur Steam, Steam a vu que les démos n'étaient pas si bêtes et a décidé de lancer un Steam Next Fest. Donc le Steam Next Fest, c'est simple, c'est une grosse page avec plein de démos. Maintenant, le truc qui est hyper important sur le Steam Next Fest, c'est qu'il fonctionne par 3 catégories. Celui qui a le plus de listes de souhaits, celui qui a le plus de listes de souhaits sur les 14 derniers jours, et celui qui a le plus de joueurs. Donc en général, on dit qu'il vaut mieux lancer au Steam Fest le plus proche de ta sortie, pour une raison assez simple, c'est que dans la page, même si tu n'as aucune chance d'être dans le plus de listes de souhaits, donc le plus de listes de souhaits, pour faire simple, pour être sûr d'être dedans, il faut entre 90 000 et 120 000 listes de souhaits pour être dans cette catégorie-là. Donc en général, c'est très très dur à obtenir. Par contre, les 2 autres catégories sont jouables, parce que le plus de joueurs sur ta démo, si la démo est bien, tu as des Twitchers à ce moment-là, ça va. Et plus tu as de listes de souhaits avant de rentrer dedans, plus tu vas faire de listes de souhaits pendant le festival. Parce que tu vas monter naturellement dedans. En gros, les stats qu'on a chez nous, c'est entre 25 et 40% de tes listes de souhaits totaux qui vont arriver en liste de souhaits supplémentaires. Je sais pas, c'est très clair. En gros, si vous rentrez dedans et que vous avez déjà 80 400 000 listes de souhaits, vous pouvez faire facilement entre plus 30 et 50 000. Si vous en avez 50 000, vous divisez par 2, etc. Là, la stratégie actuellement pour le Steam Fest, donc c'est d'avoir un maximum de listes de souhaits avant de rentrer en Steam Fest et d'avoir le push le plus gros que vous pouvez les 14 jours avant le Steam Fest. Parce que la catégorie populaire en fait est triée par les listes de souhaits sur les 14 derniers jours. Donc en général, la stratégie, c'est maximum de listes de souhaits plus tout ce que vous pouvez sur les streamers, les posts viraux, n'importe quoi qui peut générer de la liste de souhaits les 14 jours avant. Est-ce que j'oublie un truc? Ah oui. Oui, quand vous mettez votre démo, ça, on l'a mis dans type, hein, mais j'aurais dû le mettre en rouge, super important. Mettez un truc, un warning, un truc qui clignote pour dire wishlist le jeu à la fin, quoi. Ça, c'est hyper important. Les CTA, toujours. Alors, on pourrait faire 1 heure sur les CTA, mais les CTA, donc c'est click call to action. C'est en gros quand vous mettez un lien ou autre. Donc alors il y a plein de règles selon le réseau. Donc par exemple sur Twitter, il vaut mieux pas mettre de lien directement dans le tweet, il vaut mieux le mettre en thread parce que sinon Twitter réduit la visibilité parce que vous avez un lien qui sort vers l'extérieur. Ça c'est une règle en général sur les réseaux sociaux. Dans la démo, il n'y a rien qui empêche de mettre à la fois sur le menu et à la fois en fin de démo en disant venez ajouter le jeu à votre liste de souhaits, ça va augmenter largement votre conversion. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont jouer et à la fin ils vont dire allez salut. Donc du coup, on va parler rapidement des prologues, parce que les prologues, c'est un sujet... Donc, alors, Goblins, on était le premier ou le deuxième, je sais plus, à faire des prologues, ce qui a lancé toute la mode sur Steam à l'époque. Pourquoi on avait décidé de faire un prologue? Donc, il y avait nous, à Uptrain, qui est un autre éditeur russe assez connu. On avait exactement la même analyse du marché, c'était que les jeux free-to-play avaient énormément de visibilité, même sans générer de cash, et les démos avaient une visibilité sur Steam qui était proche de 0. Donc c'est-à-dire si vous sortez une page Steam, vous mettez votre démo publique, vous avez 0 trafic. Vous mettez votre démo comme un nouveau jeu gratuit et vous avez beaucoup plus de trafic. C'est ça le principe des prologues. Maintenant, à chaque fois, il y a des développeurs qui lancent des prologues et qui disent c'est complètement nul, ça a fait 0 trafic. Alors, c'est vrai, ça peut. La raison pour laquelle le prologue peut différencier complètement, donc on a des prologues, Legion of Keeper, si je dis pas de bêtises, le prologue a généré plus de 45 000 listes de souhaits à une époque où il n'y avait pas de Steam Fest et que à 100-120 000 listes de souhaits, vous étiez dans le top 25. Aujourd'hui, le top 25 est plutôt à 300-400 000 listes de souhaits, donc ça fait x3, x4 les listes de souhaits sur les jeux depuis. Donc pourquoi le prologue peut marcher ou peut pas marcher? En fait, il y a une règle qui est très très simple sur Steam, c'est que Steam ne met pas en avant s'il n'y a pas de joueurs. Et encore moins s'il n'y a pas de revenus. Alors, les prologues chez nous avaient notamment une supporter edition qui permettait de générer du revenu, y compris sur le prologue. Et on avait hypé les joueurs en utilisant ça comme une bêta. Donc en fait, on a eu énormément de joueurs très vite, on a eu des reviews très très vite, ce qui a fait qu'on a été dans les... News and Trending, ça doit être nouveauté sur Steam, ce qui fait que ce Steam a renvoyé encore plus de trafic
qui a amené du trafic sur le jeu principal, qui a eu tellement de trafic qu'il est rentré dans la liste de découverte, qui a renvoyé du trafic vers le prologue, qui a renvoyé du trafic vers le jeu de base, qui a régénéré de la liste de souhait, enfin de la liste de découverte, qui a renvoyé vers le prologue, et ainsi de suite. Donc comme ça a duré pendant plus de 2 mois. Donc si vous lancez un prologue, ce qui est possible, aujourd'hui tout le monde dit que les prologues sont morts, on en a refait 2 récemment, on va encore en refaire un, c'est une technique qui peut marcher. Il faut juste être sûr de pouvoir envoyer du trafic. Si vous lancez le prologue, c'est comme un jeu, si vous lancez le prologue en disant bon, j'espère que Steam il va me donner des joueurs, il n'y aura rien. C'est extrêmement rare d'avoir quelque chose qui fonctionne, donc même pour un prologue, il faut une stratégie avec des youtubeurs, des streamers, éventuellement de la pub Facebook, peu importe ce que vous voulez, un tweet viral, mais quelque chose qui permet de push. Voilà, alors, on a fini sur le pré-launch. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez demander le micro à Super Laurent. C'est un micro magique, il n'a pas de câble. Est-ce qu'on m'entend à peu près? Ouh, il n'est pas mixé pareil celui-là. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Bonjour, merci déjà pour toute cette présentation. Une question rapide sur les newsletters. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir agréger ou cumuler de nouvelles subscriptions à votre newsletter? Là, en fait, tu as 2 solutions. Soit c'est de l'organique, soit c'est du paid. Donc l'organique, en fait, c'est très simple, c'est que tu vas à un moment essayer de faire des posts viraux en disant la bêta va bientôt ouvrir, je sais pas, dans 2 semaines, uniquement pour ceux sur les newsletters, et tu mets par exemple ton lien de newsletter. Tu peux avoir par exemple une démo que tu mets sur Itch en disant à la fin de la démo Itch, si tu veux recevoir la bêta, inscris-toi. Tu peux avoir des, je sais pas, je te file un skin à la fin de la démo, je peux avoir un skin à la sortie si tu mets ton email, enfin. Tout peut marcher. Et après, tu as de la pub Facebook, majoritairement, qui fonctionne bien pour la newsletter. Alors, pareil, Facebook, plutôt 30, 45 ans, hein, comme d'hab, même principe. Si tu as une audience très très jeune avec TikTok et que tu as un GIF, une vidéo, pardon, super bien animé, machin et tout, qui dit oh là là, là je suis passé entre 2 barres, le niveau est super dur, si tu réussis le truc, tu as, je sais pas, la DLC gratuite, un supporter, un truc, musique gratuite, launch. Et que tu as dans TikTok le lien vers ta newsletter qui va donner le lien de téléchargement, ça peut marcher aussi, tu vois. Ce qui compte en gros, c'est d'avoir un funnel, au lieu de dire directement tiens, va à la liste de souhaits, c'est de dire tiens, va t'inscrire à la newsletter. La newsletter fait une petite présentation du jeu, un petit truc court, hein, sympa, avec à la fin tiens, lien de l'indémo ou tiens, lien pour faire la liste de souhaits. Nous, par exemple, on a fait des tests pas mal sur Facebook, où en gros, le fait de faire de la pub Facebook pour aller vers la newsletter qui amenait vers Steam pour faire de la liste de souhaits, en gros, on perdait à peine 30% en coût d'acquisition, pour faire à peu près simple. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas forcément tant que ça de friction. Alors, ça coûte plus cher, c'est moins instantané, des fois c'est au 3e mail qui va faire de la liste de souhaits, mais le principe est là. Oui, une fois que tu l'as harponné dans ta newsletter, tôt ou tard, il pourra convertir. Alors, en fait, ça dépend ce que tu proposes. C'est-à-dire, le but de la newsletter, c'est pas de faire du bullshit marketing. Hein. C'est-à-dire, c'est oui. Ok, voilà, non, mais là j'ai le jeu. Toi, ce que tu as vu, c'est un GIF avec un petit bâtiment qui se construit. Je vais prendre l'exemple de Diluvian, tiens. Et derrière, tu envoies dans la newsletter. Ah non, mais regarde, tu peux construire sur la terre, tu peux construire sous l'eau. Ah non, mais tu as des nouveaux mecs qui arrivent. En plus, il y a des projets. Et non, mais en gros, c'est pas juste tu donnes à manger comme dans le GIF. C'est regarde, t'as toutes les recettes à créer. Tu vois. Enfin, en gros, il faut créer l'intérêt et il faut que tu arrives à pousser. Alors, on dit souvent l'USP. L'USP, c'est pas forcément le truc, le Graal, etc. Mais en fait, il faut savoir expliquer sur quel type de jeu ton jeu se repose. Donc, en gros, est-ce que c'est plutôt, je sais pas, du Frostpunk, du Pharaoh, du machin, par exemple, c'était sur un city builder, en disant, ok, non, nous on reprend ces mécaniques-là, mais on a ajouté ce twist-là, tu vois. Et du coup, t'expliques aux joueurs pourquoi en fait ton jeu il est différent et pourquoi il y a un intérêt de l'acheter. Et pas juste pourquoi je suis un 23e Slay the Spire / Vampire Survivor de je sais pas quoi. Et qu'en fait tu dises le jeu a l'air cool mais en fait j'ai déjà joué, tu vois. Donc c'est ça aussi en fait, c'est de passer de awareness à interest, et même plus tard, après du coup tu peux développer en rajoutant en fait c'est une équipe de 5 qui s'est créée, machin comme ça, ils ont commencé comme ça, les premiers concept art c'était ça, du coup t'as une histoire derrière en fait, tu vends aussi qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que le projet est, et pas juste s'il te plaît t'as 20 balles pour passer à la caisse quoi. C'est ça aussi qui est important, en fait les joueurs ils sont pas dupes, alors il y a évidemment tous les trucs de pub etc, mais globalement les joueurs
surtout sur le jeu indé, hein. Là après on parle du jeu indé, s'intéresse aussi à l'histoire des devs, s'intéresse à des jeux différents, s'intéresse à des expériences. Ok, merci beaucoup. Merci. Ah bah, ça va pas loin. Juste à côté, merci pour la présentation. Je voulais revenir sur les prologues dont tu parlais. Tu parlais de l'importance de générer du trafic pour lancer un peu la machine avec l'algorithme Steam au départ. Et tu parlais de Twitcher par exemple. Est-ce qu'il y a j'ai envie de dire, un niveau d'investissement monétaire, quoi, on va dire, pour lancer un peu la machine qui te semble important à atteindre? Je dirais ça dépend de ton coût d'acquisition. Enfin, c'est un peu vague. En gros, si tu veux, tu peux très bien lancer avec rien en espérant qu'au bout de 2 jours, les Twitchers fassent le taf. On a déjà des prologues qu'on avait bétonnés à 11-15 000 listes de souhaits qui finalement performent pas plus parce que on remarque que dans l'audience, les gens sont pas forcément avides d'expériences gratuites courtes. En fait, ils veulent du jeu beaucoup plus long et ils vont acheter que à l'early access. Donc en fait, ça dépend de ton audience. Les listes de souhaits sur le prologue n'ont pas l'air d'avoir une importance temps. C'est-à-dire on a des jeux qui ont mieux performé avec 1000 listes de souhaits avant de sortir que d'autres qui avaient 15 000. Donc t'as pas une corrélation où c'est le launch d'un jeu, vraiment du jeu final, t'as une corrélation super forte entre les listes de souhaits et les ventes. C'est-à-dire grosso modo sur des campagnes à peu près similaires, on sait prédire les ventes à plus-moins 15%. Plus-moins 10, on va dire, quand c'est vraiment des jeux de strat, simulation, etc. Tu sais qu'avec tel budget, tel nombre de listes de souhaits, si tu vises tel et tel target, tu arrives à peu près à ce résultat-là. Alors après, tu peux avoir Steam qui te met en avant et s'explose le truc, tu peux avoir un énorme YouTuber qui arrive, mais disons que s'il n'y a rien d'imprévisible, tu peux. Les prologues, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça dépend combien de temps les joueurs passent dedans. Ce qui est compliqué, c'est que les prologues qui fonctionnaient le mieux chez nous sont ceux qui avaient un temps de jeu très 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 long. Donc ça pousse plutôt à dire presque mets ton early access en bloquant 2-3 trucs en tant que prologue, mais du coup c'est risqué parce que tu sais pas à quel point ça va pas convertir. Alors moi c'est mon avis perso, hein. Les Jeunes of Keepers, 4 mois ou 5 mois avant l'early access, on a mis tout l'early access en prologue. Et on a dit ceux qui prennent la supporter, ils ont même le deuxième personnage et basta. La théorie c'était que qu'on avait discuté avec, donc on avait une agence en Chine à l'époque, ils étaient en mode genre non, faut absolument pas faire ça, personne va acheter l'early access, ça va être une catastrophe, etc. Et en vrai, en Chine c'est vrai, c'est-à-dire qu'on les a pas écoutés. Enfin, des fois j'écoute pas. Donc on les a pas écoutés. En Chine ça s'est produit. Donc ils ont acheté plus tard que l'early access. C'était pas très grave, ça a décalé juste. Par contre il y avait que en Chine. Donc c'est-à-dire ils avaient raison, mais c'était spécifiquement sur le marché chinois qui, ayant eu une expérience gratuite assez longue, ne voulait pas payer. Pour les autres pays, il n'y a pas eu du tout. Enfin, les stats ont été très performantes. Il n'y a même pas eu moins de ventes dans un pays à l'early access, alors qu'il y avait eu plus de téléchargements sur le prologue, quoi. Je dirais même qu'il y a eu plus de Russes qui ont acheté que ce qu'on espérait à l'époque. Donc c'était pas bloqué à l'époque Steam en Russie. Parce qu'on suppose que les gens avaient téléchargé le prologue au lieu de hacker le jeu. Et que du coup, au bout d'un moment, ils se sont retrouvés à mettre en wishlist. Enfin, on n'a pas trop d'explications, mais tu as des effets de bord comme ça, quoi. Mais du coup, tu n'as pas de règles. Enfin, tu peux pas dire c'est parce que j'ai avec 5000 listes de souhaits, ça va marcher, etc. Ça dépend vraiment, qualité de ton jeu. Si tu as les joueurs, ils restent. Le nombre de joueurs va augmenter et quand tu vas passer, donc là on va le voir un peu plus après, quand tu vas passer les 10 et 50 reviews, tu vas avoir du trafic bonus. Et donc si je dis pas de bêtises, là avec les jeux gratuits, il te faut 50 reviews, un certain nombre de joueurs et en fait tu passes dans les news and trending et là ton trafic il peut faire x2, x3, x5 quoi. Donc tu dois vraiment viser en gros 50 reviews et un maximum de joueurs en même temps. Par contre, comment tu obtiens ça, à quel prix, ça dépend du jeu. Ça marche, merci. Merci. Est-ce qu'on a éventuellement une dernière question sur cette partie ou est-ce qu'on enchaîne ? Eh ben on enchaîne. Allons-y. Donc, la hype de launch. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez vos listes de souhaits, etc. Là on va revenir dans du un peu plus basique. Il faut annoncer sa date de launch. Donc là, en gros, on va pas revenir, c'est vraiment les trucs de base, donc trailer, mettre à jour. Alors mettre à jour les screenshots, c'est assez important parce que du coup, ça donne un coup de fraîcheur à la page. On n'est jamais sûr à 100%, mais si le taux de conversion augmente un peu, Steam a l'air de fournir un peu plus de trafic. Vous allez avoir des gens qui vont à un moment regarder leur liste de souhaits. S'ils reviennent sur le jeu, ils voient que ça a changé, tu as moins de chances d'être supprimé des listes de souhaits, ce genre de choses. Et
Et quand vous faites des pushs comme ça, tentez d'avoir un post viral. En fait, les posts viraux, c'est vraiment ultra important parce que vous allez avoir votre com de base qui push, donc vraiment en release de souhait. Et il suffit que vous ayez un ou deux posts viraux qui arrivent à aller dessus, et vous pouvez très bien avoir un snowball dans l'algorithme de Steam. Et en fait, ça paraît totalement délirant de dire on va viser de l'algorithme de Steam à ce point-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme de Steam, quand il s'emballe, ça peut très bien être 800 à 1500 listes de souhaits par jour sans rien faire, sans push externe. Donc ça peut être vraiment très très costaud. Donc c'est pour ça que... il marche. Donc c'est ce que je disais. Donc la partie trafic externe, c'est vraiment ultra important parce qu'en gros, si Steam vous met en avant un peu, que ça convertit bien, ben l'algorithme en gros va savoir que ça convertit bien, mais que vous n'avez pas de trafic externe. Quand vous avez le trafic externe qui vient, ça veut dire que vous êtes capable d'amener des joueurs à Steam. Donc ça, c'est un truc qu'il va absolument mettre en avant. Alors rien de plus. Ah si ça marche pas. Si ça marche pas, des fois c'est pas de votre faute. Hein. Ça peut être la mauvaise heure ou autre. Vous pouvez très bien avoir des stats qui sont délirantes sur un post que vous avez déjà tenté 3 fois. Je vous le dis pour ceux qui dépriment parce que leur post marche pas. On va parler rapidement de la presse. Donc la presse, comme j'ai dit, c'est pour le branding, ça va pas faire votre vente de jeu. Mais c'est pas pour autant que c'est inutile. C'est inutile si vous attendez des ventes. Par contre, l'avantage d'avoir de la presse est multiple. C'est-à-dire, non seulement vous allez pouvoir augmenter la notoriété de votre studio, la notoriété de votre jeu, ce qui n'est pas inutile parce que quand vous sortez votre jeu sur Steam, ce n'est pas la totalité de vos revenus, même chez nous. Vous avez encore la possibilité derrière, quand le jeu commence à avoir un peu plus de baggage, donc de la presse, des reviews, ce genre de choses, vous allez augmenter un petit peu, beaucoup, les ventes sur le long terme, mais vous allez pouvoir négocier plus facilement des deals, que ce soit pour d'autres plateformes que Steam, donc vous avez des Amazon Prime, bon, Humble Choice, il faut faire beaucoup de ventes pour y aller, mais le principe est le même. Vous allez pouvoir, par exemple, négocier avec un partenaire pour aller sur les 3 consoles, un partenaire pour aller sur mobile. Donc c'est là-dessus que c'est important, c'est-à-dire que ça ne va pas vous apporter des ventes directes, par contre ça peut vous apporter du cash par du business. Le press kit, bon, tout est marqué là, trailer, key art, logo, screenshot, tout ce qu'il y a besoin. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Kéké. Ah oui, on me demande souvent est-ce qu'il faut envoyer les clés directement ou attendre qu'on me demande les clés. Honnêtement, c'est pareil. Ça change pas grand-chose. Les gros, vous pouvez leur envoyer les clés directes. Le seul truc qui change sur le système des clés, c'est que si vous faites un embargo, n'envoyez pas les clés à tous les streamers directement, évidemment, parce que autant les gros streamers vont à peu près respecter les embargos, les petits, c'est la foire. Maintenant, la recherche de streamers. Donc, alors là, on parle au moment du launch à peu près, mais cette partie-là, je vous conseille de vous y atteler au moins 45 jours avant. Donc là, en gros, quand vous devez... Alors, si vous avez un éditeur, en principe, c'est l'éditeur qui fait. Si vous avez une agence, potentiellement, ça peut être l'agence qui fait. Si vous n'avez pas d'argent, théoriquement, c'est vous qui allez le faire. Parce qu'il ne faut pas faire que le jeu, il faut le vendre. Donc un des trucs qui est ultra important aujourd'hui sont encore les streamers. Alors je dis streamers, c'est content creator, ça peut être du Twitch. Nous on fonctionne plus avec du YouTube, donc je sais que tout le monde dit que YouTube est mort, mais YouTube c'est l'Eldorado à côté de Twitch, toujours chez nous. Ça peut être des influenceurs TikTok, hein, ça marche aussi. L'idée, alors TikTok, je ne sais pas du tout comment on fait pour trouver des TikTokers qui jouent à un jeu précis. Là, je parlais uniquement de YouTube et Swingnum. Donc, comme vous avez les jeux similaires, si vous avez bien fait votre travail de la toute première slide, vous avez une liste de jeux similaires aux vôtres, que vous pouvez classer même par tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3, selon le temps que vous avez. Il y a des outils qui sont super bien, notamment Swingnum, que je vous conseille fortement de noter, prendre en photo, tout ce que vous voulez. C'est un outil fantastique où vous allez pouvoir mettre le nom d'un jeu similaire. Donc je sais pas, par exemple, on est sur Legion of Keepers, quand on a fait la campagne, qu'est-ce qu'on a dû taper? Certainement Darkest Dungeon et d'autres trucs. Tu tapes Darkest Dungeon, il va te donner tous les streamers
selon la date que tu veux, donc dans les derniers 90 jours, la dernière année, et tu peux trouver les streamers par pays, tu peux trouver les streamers, le temps de jeu qu'ils ont eu, etc., et cibler spécifiquement des Twitchers qui ont joué par exemple plus de 8 heures à ce jeu cible pour les targeter en priorité. Donc ça, c'est hyper important. Je vous conseille de contacter tout ce qui est les streamers et youtubeurs indie-friendly. Donc ça, il y en a une paire qui existe. Vous pouvez les trouver assez facilement. En général, ils ont des chaînes qui couvrent majoritairement les indés. L'avantage aussi des indie-friendly, souvent, genre par exemple Slaughtercat, il est assez gigantesque et il ne prend pas de sponsor. Donc techniquement, vous avez autant de chances d'être sur son channel qu'un autre. Oubliez pas de leur envoyer les press kits et tout ce qui va bien. Là, ce que je parlais tout à l'heure de l'embargo. Donc, s'il y en a qui sont pas au fait de ce que c'est un embargo c'est super simple. Une semaine ou deux avant votre lancement, vous envoyez les clés aux streamers et vous leur dites pas de stream avant tel jour. Ça permet juste de mettre tous vos streams à un moment très précis pour générer un bump. Donc le bump, soit de liste de souhait si c'est la veille du lancement, soit un bump de vente, notamment dans des pays précis. Donc là, je vais revenir un peu dessus après, mais il faut savoir que quand vous lancez votre jeu, il y a un truc qui est ultra important à faire, c'est d'essayer de monter dans les top sellers des pays. Donc sur Steam, tous leurs pays ont les top sellers différents. Les tips, donc rapidement, les liens traqués, ça je pense que si vous ne connaissez pas, ça s'appelle les UTM dans Steam, c'est hyper important, parce que même si tous les liens ne sont pas traqués, etc., il y a beaucoup de joueurs qui refusent le tracking. Donc là on le voit, hein, là c'est les visites traquées, on voit qu'il n'y a qu'un certain pourcentage qui acceptent le tracking, mais en fait ça vous donne quand même des taux de conversion très intéressants. Donc ça c'est hyper utile pour savoir par exemple si, là ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un streamer, ça peut être Twitter, ça peut être la pub Facebook, ça vous permet de donner des indications de conversion. Il y a 2-3 petits twists, les UTM prennent une semaine pour venir. Donc quand vous voulez faire des tests, par exemple je sais pas, de pub Facebook, si vous voulez regarder combien un tweet a généré, il faut attendre une semaine, c'est chiant, mais c'est mieux que rien. Et il faut inclure un guide pour les reviewers. Donc ça, c'est super important. Souvent, on oublie. Il y a Wonderbot, si vous cherchez sur Twitter, qui est un streamer qui a fait plein de guides sur comment contacter les streamers. En fait, un review guide, ça permet aux gens d'aller très très vite pour savoir toutes les infos, notamment, et pas se planter si genre il y a une branche spécifique à tester. Donc des fois, notamment quand vous êtes à la fin d'Early Access, vous allez envoyer au streamer en disant attention, il faut tester la branche presse ou la branche final release, peu importe. Si vous ne faites pas un reviewer guide un peu propre, vous allez avoir un tiers qui vont se planter, quoi. Parce qu'ils lisent les mails en diagonale. Donc ça c'est sur Legion of Keepers toujours. Alors ça c'est l'allemand fantastique, ça s'appelle Land of Funcut. Le truc qui est important aussi quand vous contactez des streamers, quand vous essayez en fait de leur demander de créer du contenu, eux ce qu'ils ont besoin aussi c'est de créer du contenu pour leur communauté. Donc il faut essayer de les comprendre et il faut leur proposer du matos. Donc dans le reviewer guide on met genre plein d'assets débiles à modifier. Donc là c'était sur la Cyclope, là ils sont mis sur quoi? Sur une hydre. Il n'y en manque une. Bref, il ne manque pas d'imagination et en fait ça paraît con mais ça marche extrêmement bien. Et il suffit de mettre des assets de votre jeu et de ne pas être susceptible. Maintenant, quand on parle de liste de souhaits, donc je parlais vite fait des top sellers. Maintenant, souvent, on me demande combien de listes de souhaits il faut pour lancer. Alors, c'est simple, la réponse facile. Alors, j'ai mis 6 à 8000. Il y a une solution plus simple pour savoir, c'est vous allez sur SteamDB, qui est un site qui permet de voir votre classement dans les listes de souhaits. Si le classement n'est pas affiché, il ne faut pas sortir. C'est assez simple. Donc le classement, en gros, c'est les 2000 ou 1500, je ne sais plus, jeux les plus, avec le plus de wishlist sur Steam. Et c'est cet indicateur-là qui vous permet de lancer. Alors c'est sûr, si vous êtes à 5000 listes de souhaits et que vous voulez lancer dans un mois, a priori, si vous faites une petite campagne, ça va aller. Mais s'il vous manque 2000 listes de souhaits, il vaut mieux pas sortir. Parce que si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas... Enfin, si vous n'êtes pas dans le bon... la bonne tranche de liste de souhaits, vous n'êtes pas dans cette liste-là. Cette liste-là peut générer facilement entre 500 et 1500 listes de souhaits par jour. Donc si vous avez de la chance qu'il n'y a pas trop de sorties, vous pouvez être dedans 3, 4, 5 jours.
Donc vous faites le calcul, si vous arrivez avec 6000 listes de souhaits, vous pouvez doubler avant la sortie, un peu moins peut-être, alors que si vous êtes à 5500, vous pouvez rester à 5500 jusqu'au bout. Donc ça, hyper important. Et la deuxième réponse, est-ce qu'il y a un autre seuil à atteindre en liste de souhaits? Officiellement, non. D'après les stats, il y a un deuxième seuil qui est à atteindre, c'est entre 30 et 50 000 listes de souhaits. 30 et 50 000, c'est un nombre qui peut paraître assez vague. La raison est simple, c'est qu'entre 30 et 50 000, vous commencez à avoir une chance d'être dans le top seller d'un pays. Donc top seller, je ne sais plus si je l'ai. Perdu. Non, je ne l'ai pas. Top seller, donc c'est le deuxième onglet. En gros, pour faire simple, quand vous êtes entre 30 et 50 000 listes de souhaits, par rapport à la répartition des pays, vous avez une chance de rentrer dans le top seller. Donc, l'analyse de vos listes de souhaits, donc quand vous êtes entre 30 et 50 000, donc là on parle quand même des jeux un peu plus gros en général, ou quand vous avez de la chance, mais en tout cas c'est un objectif à atteindre, et quand vous regardez dedans, vous allez avoir, donc vous pouvez avoir sur Steam les wishlists pour chacun de votre pays. Et en fait, l'idée pour votre com, c'est de travailler par pays. Donc c'est-à-dire c'est complètement stupide de dire j'ai 5 000 € de budget ou 10 000 € de budget et je vais arroser des streamers au pif. En général, la stratégie à avoir, c'est que US, c'est très compliqué à atteindre. Pour une raison simple, c'est géant. Chine, en général, à moins d'avoir de partenaires, c'est très compliqué à atteindre. Donc après, par contre, dans les pays, quand vous regardez vos listes de souhaits, vous aurez certainement des pays comme Allemagne, France, ça peut être UK, Canada, etc. Et en fait, quand vous allez cibler des youtubeurs, ça peut être très intéressant de cibler des youtubeurs dans le pays où vous allez avoir le plus de listes de souhaits après États-Unis et Chine, pour essayer de rentrer dans ce top 10. Ce top 10, pourquoi il est super important? Déjà, vous êtes dans la liste. Alors, malheureusement, c'est pas la liste là, c'est à côté top seller, mais c'est à peu près la même liste. Elle vous apporte du trafic bonus, mais le fait d'être en top seller de ce pays-là vous met dans le main carousel. Donc, je sais pas si vous voyez le carousel de Steam qui est tout en haut avec les bandeaux qui tournent. Quand vous êtes en top seller, vous êtes là. Donc, ça peut faire clairement x3 sur vos ventes du pays. Une fois que votre jeu est sorti, il y a le News on Trending à aller chercher aussi. Alors, comment aller chercher? En général, c'est assez simple. Il faut réussir à mobiliser un maximum la communauté avant votre launch pour essayer de review le jeu quand il sort. Donc ça, c'est hyper important. Alors évidemment, trichez pas, demandez pas à tous vos amis de review le jeu, parce que vous allez retrouver avec 10 reviews sur 10 en France, ça va trigger chez Steam en mode cheater. Là, le but, c'est vraiment d'avoir des joueurs engagés qui vont faire des vraies reviews, parce que la vraie review va certainement être upvote, va donner plus d'infos sur le jeu qu'une review de votre pote qui dit juste le jeu est cool. On ne sait pas exactement si c'est juste 10 reviews, plus de reviews, si c'est le nombre de joueurs. Il n'y a pas de... Enfin, personne n'a la formule magique de quand ça rentre en News on Trending, pour la bonne raison que le client Steam se met à jour trop lentement pour qu'on puisse déterminer quand est-ce que ça arrive. En gros, le client Steam met des fois 2 à 3 heures à se mettre à jour. Or, le truc est refresh tous les 2 heures. Donc en fait, vous faites le calcul simple. Il suffit que c'est refresh plus tard et vous avez 4 heures avant d'avoir les données réelles qui l'ont fait rentrer dedans. Peut-être un peu compliqué cette phrase, mais en gros, faut des reviews et des joueurs. Pourquoi les 10 reviews? Donc les 10 reviews ont beaucoup d'impact. En gros, si vous voulez, donc ça c'est le tableau pour faire à peu près simple. Donc tant que vous n'avez pas 10 reviews, vous n'êtes pas classé. Tant que vous n'êtes pas classé, il n'y a pas beaucoup de clics sur votre page, etc. Les gens s'intéressent peu à des jeux qui ont moins de 10 reviews. Malheureusement, c'est comme ça. Que vous soyez mostly positive, very positive, le changement est assez faible. Il y a extrêmement positif qui apporte un boost de 10-20% à peu près de ventes. Par contre, si vous êtes en mixte, c'est la catastrophe, ça peut diviser facilement vos ventes par 2. Et mixte, si vous avez suivi, 69%, c'est-à-dire vous avez 6 personnes sur 10 seulement qui ont mis en positif, vous êtes en mixte d'entrée, votre sortie. Pour ça que c'est très intéressant d'avoir de la newsletter, du Discord, du forum, peu importe, pour avoir ces premières listes de souhaits de gens très engagés. Est-ce que vous avez des questions ? Salut Yoann, merci pour la presse. Je me demandais, pour faire le lien un peu entre les deux parties, par rapport à l'acquisition, tu as parlé de faire potentiellement de l'UA pré-launch.
par rapport à de l'UA post-lunch, est-ce que tu vois Alors, est-ce qu'il y a une rentabilité qui peut être mesurée là-dessus? en post-lunch, tout est plus dur. C'est l'inverse de mobile. En gros, tant que tu es en pré-lunch, tu peux générer des listes de souhaits et tout. Tes listes de souhaits, si ça snowball dans la liste de découverte. Si tu as un Steamfest, tout ce que tu vas avoir avant, en gros, si tu veux, tu peux compter que tu vas avoir 30% de bonus pendant le Steamfest. En fait, tu as des calculs que tu peux faire comme ça assez facilement. Et tu peux assez vite traquer aussi, parce que si tu mets 100 balles en Allemagne et que tu vois que tes listes de souhaits augmentent de 30, bon, tu fais le calcul assez vite, c'est facile à, on va dire, estimer. Une fois que tu as lancé, pour pusher pendant un launch, c'est compliqué de savoir est-ce que ton marketing va avoir de l'info ou pas. Parce que toi, tu as ton launch, au bout d'une semaine, il est fini, et au bout d'une semaine, Steam te donne les données du premier jour. Donc tu vois vite que le truc, en fait, ta vitesse en fait, pour faire quelque chose est compliquée. Donc en général, tu as du push, si tu veux faire du push en pub, ça va être au lunch, mais tu le fais en fait avec tes données de pré-lunch, en te disant ok, ce qui a marché en pré-lunch va marcher au lunch, et va marcher peut-être sur des updates. Mais ça devient très très compliqué parce que tu peux pas le mesurer vraiment, quoi. Il y avait une deuxième partie? Non, c'est ça. C'était du coup par rapport à la rentabilité que ça pouvait représenter. Mais ouais. Okay. Par contre, au fait, ce qu'on a testé, c'est quand tu fais des pubs sur des soldes sans avoir de push externe, ou quand tu fais des pubs hors solde, ça donne jamais rien de bon, parce qu'en fait c'est toujours trop petit. Alors j'ai jamais testé avec des 5 ou 15 000 sur une journée sur un pays, mais a priori, même en testant du 500 000 euros par jour, 500 ou 1000, pas 500 000, t'as pas de bump. C'est-à-dire, même si tu fais un peu plus de ventes, t'as pas de ROI, et en fait t'es jamais suffisant pour rentrer dans un top seller ou autre, quoi. Ok, merci. Merci, on a une question là-bas. Salut, merci pour la présentation. Petite question, on a parlé pas mal des réseaux sociaux, de la conversion, etc. À quel point le site internet dédié à ton jeu est important, ou peut-être pas du tout justement Tout dépend du trafic que tu amènes sur ton jeu. En fait, ça va être la même question, c'est-à-dire nous, par exemple, on utilise de plus en plus des pages parce qu'en fait, la page permet de présenter avant de tomber sur un lien de newsletter. Avant, on faisait pub Facebook, petit formulaire de newsletter. Là, maintenant, on fait pub Facebook avec par exemple un site qui va décrire un peu le jeu. Et en fait, la règle en général en marketing, c'est de ne pas prendre les gens pour des cons, c'est ce qui marche le mieux. Globalement, c'est ça. Donc le site est important à partir du moment où tu arrives à y envoyer du trafic. Donc si à la fin, si tu fais une démo et à la fin, genre en savoir plus sur le jeu, cliquez là, t'amènes sur un site web avec plus d'infos, ça va marcher par exemple. Mais ça pourrait être une news team avec, ce serait le même fonctionnement. Le truc, c'est que le site web va très peu t'amener de trafic seul. C'est-à-dire, nous, quand on fait des pages, il n'y a jamais de trafic organique de Google par magie. Enfin, si tu mets du SEO, Google va pas amener beaucoup. Nous, on a beaucoup, en fait, par les gens qui passent par le site de Goblins, qui du coup a les jeux, mais par les jeux directement jamais, quoi. Donc, en fait, la question, c'est quel trafic t'amène vers un site, tu vois. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question avant de passer à la dernière partie de la presse? Non. Eh bien, je pense qu'on est bon. Tu peux y aller. Merci. Donc du coup, post-launch, donc une fois que vous êtes sorti, donc c'est là où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent malheureusement. Une fois que le jeu est sorti, c'est vrai que dans 80-90% des cas, je dirais, c'est quasiment impossible de remonter. C'est-à-dire une fois que votre launch est passé, c'est super dur. Maintenant, il y a quelques petits trucs quand même qui vous permettent à minima d'optimiser à moindre frais. Donc il y a les bundles. Donc les bundles, je vais vous donner deux autres noms, mais si vous voulez, de toute façon, on pourra refaire un mail récap avec Laurent. Il y a deux newsletters qui sont super utiles. C'est la newsletter de Simon Carles et la newsletter How to Market a Game de Chris. Ces deux trucs-là, je vous les conseille parce qu'il y a plein de trucs qui viennent de ça. C'est des newsletters sur lesquels il y a plein d'infos marketing et qui va y avoir certains trucs dont je vous parle là qui vont être beaucoup plus détaillés sur des choses où j'ai pas le temps là tout de suite. Donc les bundles, pareil, il y a une newsletter très bonne dessus qui explique effectivement en détail pourquoi les bundles c'est bon. Les bundles vous permettent en fait d'avoir un effet un peu comme le premier de cordée, c'est-à-dire qu'en gros quand vous avez des bundles pertinents qui sont vendus ensemble, les trois en général ont tendance à vendre plus, et aussi quand vous mixez ça avec des launchs, ça a tendance à être circulaire, parce que du coup tous les jeux vont avoir plus d'unités, même si vous n'allez pas forcément faire beaucoup plus de revenus, vous allez avoir plus
de ventes, donc plus de joueurs. Donc si vous arrivez à ramener vers la newsletter ou autre, parce que une fois que vous avez lancé le jeu, il ne faut pas s'arrêter sur la newsletter et autres. Enfin, il y a toujours du travail dessus. Vous pouvez continuer par contre les posts viraux. Donc autant les pubs, on n'a jamais vu que seul ça suffisait. Par contre les posts viraux, oui. C'est-à-dire que posts viraux, suffit qu'à un moment tu as un post qui est complètement viral aux États-Unis qui fait rentrer dans le top 10, ça va snowball. Il n'y a pas de souci. On voit les trucs genre Slay the Spire, c'était inconnu, il est passé de nulle part. Il y a un Coréen qui a fait un truc dessus, il a commencé à monter top seller Corée. À un moment il y a un Chinois qui est tombé dessus et après ça snowball et ça continue sur les autres pays au fur et à mesure. Alors évidemment, c'est très très gros parce que le chinois était suffisamment gros pour que Slay the Spire rentre dans le top 10 monde sans américains, ce qui est un peu improbable, mais voilà, enfin, on parle il y avait des centaines non, c'était des dizaines de milliers de joueurs qui provenaient uniquement de Chine et qui avaient réussi à monter dedans. Donc ça, par contre, ça peut marcher. Alors évidemment, c'est toujours plus dur, parce que plus le jeu, ça fait longtemps qu'il est sorti, plus quand vous allez poster le truc, ça va être dur de convertir, parce qu'il y a un effet de fraîcheur, nouveauté dans le jeu vidéo qui est très compliqué à gérer. C'est-à-dire, quand vous sortez un jeu, des fois c'est super frustrant parce que vous parlez d'un truc avec quelqu'un, avec un joueur, et il va dire « Ah, c'est un vieux jeu, il est sorti il y a 8 mois. » quoi. Donc la notion pour les joueurs de vieux jeux est quand même très très restreinte. Sur des updates, vous pouvez ping des streamers, ça peut marcher pareil de la même manière. Un streamer qui n'avait pas joué au jeu du tout, alors s'il a déjà joué au jeu, c'est très dur de le relancer, sauf grosse update ou DLC, mais s'il n'a pas couvert le jeu, ça peut toujours marcher à la deuxième ou troisième fois, et ça peut snowball. Les giveaways, ça fonctionne. Donc ça, vous pouvez en faire soit par des sites qui payent pour les giveaways, soit en organisez-vous. Et vous pouvez quand même aller dans des events. Alors les events, une fois que vous êtes dans le early access ou le launch, ça marche bien moins bien que les upcoming. Ça, il faut savoir. Après, des fois, le coût est très très faible pour de bons résultats. Donc exemple ici de post-launch. Donc ça, c'est la courbe. Donc ce que vous voyez là-bas en haut à gauche, c'est notre launch en octobre. Donc launch. Alors c'est pour faire simple, le jeu donc Ozymandias, c'est un 4X en multijoueur, donc vraiment 4X, qui a la faculté de faire des parties qui durent moins d'1 heure. Donc c'est vraiment du 4X très rapide avec du système de resolve auto de combat. Donc c'est ultra niche. Donc évidemment, les ventes à la base, c'est un launch correct, mais rien d'extraordinaire. Donc il y a le jeu, la long tail est tout à fait classique. Et là, donc on sort 3 DLC. Au troisième, on reping donc un allemand. Et en fait, arrivé en février, je me suis dit c'est quand même pas possible. On a des listes de souhaits en Allemagne. Le jeu est vraiment très bon, évidemment. Ça marche pas forcément si ton jeu est moyen, on va dire. Faut que ton jeu ait quand même quelque chose, parce que là, on s'est dit ok, le jeu est vraiment bon. C'est adapté au marché allemand. Et du coup, pendant une semaine, on a fait une campagne intensive de Facebook et on a pris un gros streamer allemand. Qui a coûté, je sais plus, 13 ou 15 000 euros. Donc pas rien, on parle sur un petit launch. En me disant, on fait lui, on fait d'autres streamers allemands et on va rentrer dans le top 10 allemand. Et du coup, là, je crois qu'on en a 2 ou 3 fois le launch en 15 jours, à peu près. Donc ça peut donner une idée, en fait, de... le jeu n'est pas forcément mort en post-launch, c'est juste qu'il faut réussir à faire. Par contre, là, du coup, si on regarde les stats, ça j'aurais pu mettre ça, on est à grosso modo 80% de ventes en Allemagne, 5-6% en Autriche et 4% en Suisse. La Suisse qui fait plus de ventes que les États-Unis sur la période, pour donner une idée du snowball que ça peut être sur Steam. Parce que lui, il fait 350 000 vues, mais les ventes qui sont dedans, c'est pas un tiers de lui, quoi. Le reste, c'est Steam qui a balancé en organique. Alors ça marche particulièrement, évidemment, cette stratégie sur Allemagne et ce type de jeu, évidemment. Si vous allez balancer un platformer sur le même streamer, le résultat sera 0. Déjà, il ne le verra pas, mais le résultat ne serait pas du tout le même. C'est juste pour montrer que même quand c'est en post-launch, si vous arrivez à trouver un angle d'attaque, particulièrement sur un pays, alors ça peut être un pays ou ça peut être un anglophone qui fait sur États-Unis, Canada, UK, Australie, mais en gros, la stratégie peut quand même fonctionner. C'est pas mort. Si votre jeu marche bien, donc après il y a quelques trucs à savoir. Donc vous pouvez demander des mises en avant. Alors les mises en avant, pour vous donner une idée, Daily Deal, grosso modo, on dirait au moins 15-20 000 unités avec 50-60 000 listes de souhaits restantes. Midweek, on va parler plutôt de
200, 250 000 listes de souhaits restantes. Donc ça, c'est les featuring que vous pouvez avoir une fois que le jeu a vraiment bien marché. Qu'il ait bien marché ou qu'il n'ait pas bien marché, les autres règles s'appliquent toujours en dessous. Ce qui est important, quand vous voulez calculer pour la long tail, donc là je la fais en très très vite, c'est de fonctionner par des discounts historiques. Donc, que vous ayez du featuring ou pas, donc le featuring c'est en général Steam qui le demande, de manière plus ou moins détournée, mais grosso modo, si vous voulez avoir un spot de feature, enfin un spot de mise en avant, ils vont vous demander en fait de faire la plus grosse solde que vous ayez jamais fait pour que ça ait un impact en termes de joueurs. Donc ça, c'est un truc à réfléchir. En général, c'est assez facile. Vous descendez pas de votre solde, si vous pouvez financièrement évidemment, tant que ça continue à vendre à peu près correctement. C'est-à-dire quand vous constatez une baisse de 10% ou moins, celui qui en a vendu 150 000, de faire un bundle avec vous, ça va peut-être être compliqué. Mais en tout cas, sur des indés similaires, c'est quelque chose qui apporte de la valeur et qui des fois aide à convertir. Une fois que vous avez plusieurs jeux, évidemment, la cross-promo entre vos jeux, ça c'est hyper important. C'est-à-dire, normalement, si vous avez bien bossé, que vous avez filé un jeu qui est propre, peu importe le nombre qu'il a vendu, normalement, les gens sont satisfaits. C'est très rare. Alors, sauf si vous avez fait une expérience de jeu qui croise deux genres et que ça fonctionne pas, normalement, si vous essayez de faire des trucs de qualité, les gens vont commencer à vous suivre. Donc, le deuxième jeu est toujours plus facile. Donc les cross-promos, donc là on a vu, donc là je sais pas si c'est très clair, ces screens là ça vient de la page Steam Store. Celui-là ça vient de ce qui est in-game, donc on voit en haut la stratégie sur l'araignée, donc l'araignée est en jeu, donc en fait le but c'est quand vous faites quelque chose en marketing, à avoir un maximum de chemin qui pointe vers là, histoire que ça ne soit pas loupé. Là c'est un système interne à Goblins qui permet de mettre en avant différentes actus, donc là on a mis Sandwalker, je ne sais même plus ce que c'était. Ah oui, c'était pour la bêta. Donc du coup, par exemple, voilà, là après, au fur et à mesure, dans votre premier jeu, alors là, c'est un système qui est avec un backend chez Goblins qui permet d'envoyer directement des news injectées dans les jeux. Vous pouvez très bien avoir un système très très simple qui met une pop-up à la main. Maintenant, juste sur les soldes, oui, effectivement. Les petits trucs à savoir sur les soldes, quand un jeu sort, tous ceux qui ont mis en liste de souhaits ou followers sont notifiés. Quand c'est une discount, c'est uniquement si votre discount est supérieur à 20%. Donc en règle générale, à part la launch discount, ça ne sert à rien de faire en dessous de 20%. Entre les soldes, vous avez 28 jours de cooldown, donc ça, c'est à réfléchir. La règle en général qu'on a sur le marketing, c'est que toutes les soldes valent mieux que rester au prix de base. Ça, c'est une règle, peu importe combien tu soldes, c'est ce qui a été constaté. Si vous faites un changement de prix, il y a aussi un cooldown, il faut le savoir. Et vous avez les season sales. Donc la Lunar n'existe plus maintenant, ça a été remplacé par les Springs, mais le principe est le même. Celles-là n'ont pas de cooldown. Donc une fois que votre jeu est en vente, même si votre launch s'est pas super bien passé, c'est quand même intéressant d'essayer quand même de communiquer dessus un minimum et un minimum de mettre des discounts le plus souvent possible pour essayer d'avoir le maximum de joueurs possible pour faire de la cross-promo, de la newsletter, etc. Et essayer de récupérer quand même maximum sur le jeu que vous avez sorti. Parce que si vous le sortez qui ne fait pas beaucoup de ventes et qu'en fait ça vous fait juste couler, ce temps investi va toujours être rentable en général. Alors, si vous avez du budget marketing, donc c'est pas le cas de tout le monde, j'ai balancé beaucoup de réseaux sociaux, etc. Pour les pubs notamment, les moments où c'est le plus intéressant, c'est toujours de coupler votre système de pub en même temps que vous faites une annonce. Ça, c'est vraiment important de le saisir, c'est-à-dire en marketing, on a ce qu'on appelle le momentum. Alors, le momentum, historiquement, dans tout ce qui est AAA, etc., c'était de dire on va pousser un moment
pour être genre un super gros trailer à l'E3, en même temps qu'on va faire une campagne Twitter, etc., pour être dans les trainings Twitter, ce genre de choses. Donc ça, c'était vraiment des très très grosses campagnes. Par contre, à moindre échelle, ça marche quand même sur les jeux indés. C'est-à-dire que des fois, même si vous allez faire entre guillemets, que 500 listes de souhaits sur une journée, vous avez quand même une chance d'avoir même ne serait-ce que 10, 20, 30 listes de souhaits supplémentaires. Donc en fait, si à un moment vous arrivez à créer quelque chose qui snowball, c'est là où vous avez vraiment gagné beaucoup de listes de souhaits sur un court temps. Donc sur notre expérience, les pubs Facebook, Instagram, ça fonctionne, enfin c'est le même réseau. Reddit, ça fonctionne aussi. Alors ça demande un peu de maîtrise, Reddit, contrairement à Facebook, mais ça fonctionne. Twitter, à part une exception, globalement, ça fonctionne assez peu. Donc même sur des jeux de strat, c'est assez limité. Ça fonctionne beaucoup pour le branding. TikTok, j'ai mis que, enfin, de ce que j'ai lu et des stats que j'ai eu, ça fonctionne. Chez nous, on n'a jamais réussi à le faire fonctionner. Donc c'est possible que ça marche. Il y a Verizon qui a fait un document dessus expliquant comment ils avaient réussi à avoir, je sais plus, 3 centimes je crois de la vue et avoir des bons taux de conversion sur Verizon. Donc il y a des gens qui arrivent, ça dépense probablement, j'ai l'impression que TikTok de manière générale, si c'est pas un jeu 3D avec un système de post-process et un peu contemplatif, c'est très très galère, c'est très visuel TikTok. Oui, cette phrase-là est un peu longue et compliquée, mais c'est pour dire que la partie, par contre, sur ce qui est pub, vous pouvez y aller aussi sur ce qu'on appelle les tests de chauffe. Donc, les tests de chauffe, ça peut être par email pour tester sur les conversions, ouvertures, etc. Donc pareil, sur email, je suis pas revenu dessus, mais il y a plein de choses à réfléchir quand vous faites des mails. Donc vous avez le titre de mail pour pas passer en spam, vous avez la taille du mail, vous avez le ratio entre le texte et l'image. Enfin, il y a plein de choses à travailler, comme n'importe quel réseau. C'est-à-dire quand vous lancez sur TikTok, il faut étudier comment ça fonctionne, d'accord, les ratings, les taux, combien c'est les vues, etc. Quand vous allez sur Twitter, vous allez étudier les hashtags, les heures de post. Les mails, c'est pareil, il faut réfléchir un petit peu. Alors, il ne faut pas absolument avoir l'armada de guerre comme on a chez nous directement avec une IP dédiée, avec le nom de domaine, avec une règle, etc. Vous pouvez commencer vraiment petit avec un MailChimp, juste pour vous aider. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, MailChimp, c'est un distributeur de mail qui est très très simple d'accès, qui a l'avantage d'être en IP partagé, donc vous partagez le serveur avec d'autres gens. En général, ça pose pas de problème de réputation, quoi. Donc ce qui est important sur les mails aussi, c'est la réputation, c'est-à-dire si votre réputation de nom de domaine descend, vous passez dans le spam après. Mais globalement, on va dire la règle simple, tant que vous envoyez en dessous de 20 000, 30 000 mails par mois, je dirais, vous n'avez pas trop à vous soucier de ce truc-là, MailChimp fera largement le taf. Et donc pareil, donc les pubs, même fonctionnement que pour le reste, faut réfléchir au pays ciblé. Alors je dis ça, ça paraît effectivement évident, hein. Enfin, quand tu fais du marketing, tu réfléchis un peu au pays que tu vas cibler, sauf que ça, je vois vraiment beaucoup à chaque fois sur les indés des gens qui font de la com sans jamais réfléchir au pays, quoi. C'est-à-dire les pays fonctionnent différemment, ils communiquent sur différents canaux, ça peut être utile à un moment de prendre une agence spécialisée sur un pays, parce que c'est pas forcément très très cher, pour avoir vraiment de la presta. Donc c'est-à-dire quand vous cherchez dans les différents pays, donc là vous pouvez chercher sur des Discord marketing, vous pouvez chercher sur Twitter, il y a des freelances qui font de la com sur des streamers, sur de la presse dans un pays spécifique quand vous voulez vraiment axer sur un pays. Les formats de pub, donc alors évidemment ça marche très bien pour nous. Alors j'ai vu une autre pub passer dans le même genre qui était rigolo, où ils mettaient en commentaire c'est pas un jeu Goblins, parce que le format tel quel, vraiment avec les logos, texte Steam, du coup maintenant est très représentatif de Goblins, parce qu'on fait beaucoup ça. Mais c'est un peu pour donner une idée. Donc on a fait différents tests dessus, et moi étant très futé, j'étais sûr que celle-là marcherait de ouf, parce que c'est un city builder, il y a une ville, et ça marcherait bien. Et à votre avis, laquelle marche le mieux? Celle de droite? Ouais, c'est celle au milieu. Mais alors, en plus de loin. Qui a, je sais pas, Mobius, machin. En plus, il y a même pas, enfin, il y a un truc sur l'écologie, mais des fois, la perception qu'on a par rapport au jeu, au type de jeu, quand on est né dans le guidon, c'est pas du tout la même que ceux des joueurs. Et là, quand je parle en termes de marcher mieux, elle marche mieux en taux de clic, elle marche mieux en taux de conversion. Et par contre, là où c'est subtil, c'est qu'en pub, celle-là marche le mieux. Quand c'est en organique sur Steam, pour les capsules, celle-là marche le mieux.
Donc en plus, vous pouvez avoir des différences en fonction de où viennent les gens, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils perçoivent de l'image. Alors, est-ce que c'est parce que sur Steam, celle-là, elle est en rectangle, alors que là, elle est en carré? Mystère. Ah bah voilà, j'avais mis. Donc, j'ai parlé d'autres outils, il y a Sulignum aussi, mais ça, c'est les 3 outils qu'il vous faut... outils newsletter qu'il vous faut absolument. Quand vous vous renseignez un peu, c'est vraiment des mines d'informations. Donc SteamDB, je rappelle, c'est pour traquer ce qu'il y a sur tous les autres jeux. Alors SteamDB, c'est fantastique, hein. Vous pouvez avoir les mises à jour du jeu, vous pouvez avoir les changements de prix, vous pouvez avoir les discounts, vous pouvez avoir la courbe de liste de souhaits. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous pouvez avoir les changements de capsules, vous pouvez avoir les joueurs simultanés. Enfin, c'est... Est-ce que je peux rajouter? Non, raté. Tada. Ouais, bon, on pourra renvoyer de toute façon avec Laurent si besoin. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur la dernière partie ou sur les 2 premières? On ne sait jamais. C'est bon, le micro s'est réveillé. Alors, est-ce qu'on a des questions pour cette dernière partie? Oui, par là. Salut Johan, j'ai une question pour toi. On a eu une pub Facebook sur Steam qui s'est fait retirer parce qu'elle était à l'inverse des règles. Est-ce que tu aurais des moyens de tourner par exemple le fait qu'une règle a été bannie pour l'utiliser de manière positive pour l'image du jeu? Bon, donc pour l'info, le monsieur est sur Diluvian Wings, qui est un de nos jeux. On a fait des pubs sur l'accueil des réfugiés qui s'est fait ban de Steam complet. Enfin, on avait le compte carrément ban pub chez nous à cause de ça, parce qu'on faisait la promo des réfugiés. Non, en vrai, t'as pas de règles, tout comme quand dans un jeu tu veux brûler un drapeau américain, t'as pas le droit de sortir sur Steam. Ben voilà, on parle beaucoup de la censure chinoise, mais la censure américaine est là. Enfin, tu mets pas de drapeau américain brûlé, tu mets pas de tétons, Ouais, on parle des tétons parce que les Genève Keepers, on s'est fait rejeter le key art parce qu'on voit des tétons avec un piercing. Non, tu peux pas. En fait, en gros, tu peux contourner la phrase en disant OK, tu dois accueillir des gens dans le besoin, etc. En fait, il y a un problème avec le mot réfugié qui est pas lié que à Steam, en gros, pardon, à Facebook, qui est lié, je pense, au système de report. Et Run96 avait eu le même problème. Je sais plus si c'était à cause du mot immigré ou autre, mais en gros le jeu parlait d'immigration en gros, mais en plus de personnes, pas des immigrés, et pareil de la même façon. Donc ouais, non, tu peux pas y faire grand chose malheureusement parce que ça doit respecter les règles américaines et que les règles américaines ont certains systèmes avec les reports quoi. Merci. C'était pas biaisé du tout. Oui. Et est-ce qu'on peut en faire un buzz de ça? Alors, tu peux. Tout est une question de est-ce que ça va t'apporter vraiment grand-chose? Est-ce que les gens vont spécialement ajouter une liste de souhaits parce qu'il y a ça et qu'ils vont aimer le jeu derrière? Peut-être. Je trouve ça. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça me paraît un peu malsain de tenter de rebondir dessus de manière cash parce qu'en plus. T'as un risque toujours en gros d'avoir juste toute la fachosphère qui revient derrière en disant en plus ils se plaignent, c'est bon enfin on a pu enlever les trucs pro-immigrés. En fait tu peux pas savoir où ça va tourner et voilà. Pari risqué. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions pour Johan? Oui, j'arrive. C'est pas grave. Salut Johan. Merci pour la présentation. Tu parlais beaucoup, et je trouve ça super intéressant, des influenceurs en Europe, globalement, streamers, etc. Est-ce que tu parlais de différentes agences, en fait, qui les regroupaient.
Est-ce que tu travailles, est-ce qu'il y a des agences qui les regroupent tous, qui sont des agences de conseil sur, qui orientent en fait, avec qui travailler, parce qu'en France, personnellement, je connais bien. C'est vrai qu'en Europe globale, non. En France, t'en as pas 10 000, enfin, t'as Z Agency notamment, etc. Mais après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des streamers ont leurs agents, et après, tu peux avoir des agences qui communiquent avec les agents. Oui. Ça alourdit le process. En fait, quand tu connais pas, c'est pratique. Le problème, c'est que les agences te prennent souvent un cut de 15-20% en plus du cut de l'agent du streamer. Donc, tu te retrouves avec des prix qui s'envolent clairement. En fait, c'est un peu le problème aussi quand tu bosses avec des agences. Après, tu as des agences qui sont plutôt spécialisées sur un pays ou pas. Enfin, tu vas avoir, genre par exemple, je sais pas, Streamforge qui est vraiment plutôt très Twitch et très US Canada. Tu vas avoir, je sais pas, Combo Strike qui est assez connu aussi, qui est vraiment plutôt spécialisé sur l'Allemagne, qui a beaucoup de contacts avec les gros streamers allemands. Ça va dépendre un peu. Il n'y a pas une agence en tout cas qui les regroupe tous, quoi. Après, tu as des agences plus ou moins débrouillards où des fois tu vas signer avec une agence, tu dis je voudrais ce profil là, et ils te disent je n'ai pas le contact, et basta. Et il y en a qui vont te trouver le contact, tu vois. C'est comme tout partenaire, quoi. Ok, je te remercie. A-t-on une autre question ? Non, ça m'a l'air. Je pense qu'on est arrivé au bout. Johan, merci infiniment. De rien. Merci d'être venu jusqu'à nous.